Voilà, bonjour, donc je me présente, Florian Naudet, je suis professeur de thérapeutique à l'Université de Rennes et j'enseigne la lecture critique d'articles scientifiques. Bon, vous en fichez, hein, mais de toute manière, c'est juste intéressant pour après. Alors, bon, je commence voilà, par déclarer mes liens d'intérêt. Alors, j'ai l'impression que toutes les polices elles vont avoir sauté sur le PowerPoint, mais peu importe, ce qui compte, c'est les images, pas les polices. Les liens d'intérêt, voilà, ils sont les suivants. J'ai pas de lien d'intérêt avec les entreprises du médicament ni des produits de santé. Et ça, c'est important pour nous dans la recherche thérapeutique parce qu'on commence toujours par ça, parce que bah, vous allez voir, il y a des problèmes de lien d'intérêt à beaucoup de niveaux. Et donc, j'ai plusieurs projets de recherche. Donc, je vous ai mis des QR codes si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, un petit peu, je vais insister sur un qui s'appelle l'intégrité dans la recherche biomédicale, qui parle d'intégrité, de reproductibilité. Et je vais aussi évoquer un petit peu les autres, puisqu'il y a des liens, bien sûr, de tous ces projets les uns avec les autres. Donc voilà, je vais vous parler de la recherche en thérapeutique. Donc la recherche en thérapeutique, bon, vous avez tous été déjà un peu malades, vous avez tous plus ou moins pris des médicaments, et de temps en temps, vous êtes satisfait du résultat du médicament, et vous dites même pourquoi on fait de la recherche, puisque de toute manière, ça marche pour moi, etc. Et on est toujours un peu dans cette idée, et il y a pas mal de collègues qui disent, bah, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose de faire de la recherche sur l'efficacité des thérapeutiques, parce qu'après tout, on ne fait pas de la recherche sur l'efficacité des parachutes, et c'est bien évident qu'il y a des situations dans lesquelles ben, on s'améliore, et c'est vraiment le médicament qui a causé l'amélioration. Sauf que pour nos médicaments, ben, en fait, ils ont souvent des tailles d'effet qui sont assez petites, du coup, et ce modèle-là du parachute, eh ben, il ne marche pas toujours. Il va marcher peut-être pour certaines chirurgies, etc. Mais pour plein d'autres interventions, il ne fonctionne pas. Et puis, on a un autre truc, c'est que dans notre contexte, on n'évalue pas que l'efficacité sur laquelle il y a une taille d'effet qui est un petit peu parfois petite. Mais parfois, on a des problèmes aussi de sécurité du médicament. Et comme les médicaments, ils sont, bon, bah, on va dire, standardisés, ils sont produits de manière industrielle, si vous avez un problème de sécurité sur le médicament, bah, il va être industriel, ce problème. Jusqu'à un certain temps, en fait, les problèmes de sécurité, ils se réglaient en allant voir l'apothicaire qui avait fait la préparation. Et puis, bon, bah, du coup, on réglait le problème. Bon, il n'y avait plus d'apothicaire, il n'y avait plus de médicaments. Mais voilà, quand on le distribue à une large échelle, et bien, ce qu'on appelle des scandales sanitaires. Et c'est vrai que nous, bah, les choses qu'on a mis en place dans le médicament pour assurer la robustesse de nos résultats et de nos conclusions, eh ben, ils sont liés à des problèmes de sécurité. Donc là, vous avez bah, une photo qui représente un équipement pour un enfant thalidomide. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce scandale sanitaire. C'était dans les années 60, du coup, donc des femmes enceintes qui avaient été exposées à la thalidomide, un médicament donc pour utiliser un petit peu comme sédatif à l'époque, mais un médicament qui est tératogène et qui a induit bah, finalement des problèmes de sécurité à large échelle. Et c'est suite à ça que vous avez donc Kennedy. Donc là, c'est comment dire, c'est l'original. Hein. C'est pas. Alors là, c'est l'original et c'est marrant parce que l'original, il signe du coup un document là, un petit peu comme comme celui-là qu'on a signé un hier. Et donc l'original, la Kennedy, qui signe un document qui rend obligatoire les études randomisées. Enfin, en tout cas, qui rend obligatoire l'évaluation de l'efficacité des médicaments. Avec cette idée que finalement, on évalue l'efficacité des médicaments parce qu'ils pourraient être dangereux du coup. Et ça, c'est important de bien se le dire parce que c'est un petit paradoxe, parce que les études randomisées en elles-mêmes, elles évaluent pas très bien le danger. Voilà. Donc bah, là, quelque part, on a quelqu'un qui a fait un acte très très fort, fondateur un peu pour la manière dont la FDA fonctionne aujourd'hui, et on a son petit neveu qui maintenant veut régulariser les psychédéliques. Bon, ça encore, peut-être qu'il y a des intérêts, on verra. Mais le soleil aussi, ce qui est plus dur à régler, avec des essais randomisés contrôlés. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus reposer que sur les essais randomisés contrôlés. Et d'ailleurs, là, c'est génial parce que, en fait, derrière Kennedy, là, sur l'image, bon, vous ne les avez pas reconnus, hein, mais il y en a un qui s'appelle Louis Lasagna, qui est le premier professeur de pharmacologie clinique, hein, du coup, mondial. Donc, c'est quand même une grande nouveauté. Et Louis Lasagna, il était derrière Kennedy, il a beaucoup poussé pour le fait qu'on adopte les essais randomisés contrôlés à la suite du scandale thalidomide. Et Louis Lasagna, bah, en fait, comment dire, Kennedy, c'était en 1962, et bien en 1959, il avait cette publication d'un essai randomisé sur la thalidomide. Donc c'est marrant parce qu'en fait, suite à un scandale sanitaire, on a adopté finalement un mode de fonctionnement, voilà, une approche qui est importante, hein,
mais qui n'a pas permis au scandale d'arriver, en fait, qui est un peu déconnecté. Bref, c'est marrant. Bon, il y en a d'autres, ça les fait pas marrer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la recherche en thérapeutique, elle s'opère aussi sur fond de liens d'intérêt très forts, très importants. Et on demande notamment aux industriels d'évaluer leurs propres médicaments. Donc à partir du moment où ils évaluent leurs propres médicaments, bah, c'est eux qui font le design, etc. Et donc bah, il y a des liens d'intérêt qui sont très forts. Puis il y a même des liens d'intérêt très forts, nous, dans notre population. Alors je sais que par ici, il y en a qui sont allergiques au Matrix, donc ils veulent abandonner le H-index, etc. Bon, nous, on en a préparé une qui s'appelle le Free Lunch Index. Donc en fait, bon, ça correspond à la somme de nourriture que vous avez gratos par les laboratoires. Et ça corrèle bien avec le H-index, hein, du coup, surtout dans certaines professions, donc particulièrement pour les cliniciens, ceux qui sont exposés aux patients. Euh, Notamment, vous voyez, bah, du coup, un cardiologue, un chirurgien orthopédiste, etc., ben, on est de l'ordre de à peu près 50 000 euros, enfin peut-être un peu moins, 40 000 euros sur 5 ans de Free Lunch Index. Et ça concerne que les repas et les hôtels. Voilà. Donc du coup, après, il y a aussi tout ce que vous faites et qui n'est pas déclaré sur la base transparence santé, en tout cas jusqu'à cette époque-là, puisque maintenant, c'est de plus en plus transparent. Et voilà. Et puis il y en a d'autres, bon, bah, comme moi, je vous ai dit, j'ai pas de lien d'intérêt, mais on est plutôt dans le domaine de la santé publique et ils viennent pas trop nous voir. Bon. Non, non, c'est pas parce qu'on s'intéresse à ça, parce qu'en plus, les pharmacologues, ils pourraient être très utiles pour les industriels du médicament, mais c'est aussi parce que bah, ces professions-là, ils veulent travailler aussi dans les agences, donc il leur faut pas trop de liens d'intérêt. Et puis aussi parce que en fait, les laboratoires ciblent plutôt les cliniciens, parce qu'en fait, ils peuvent être en contact des patients, traiter des patients, et être en contact des étudiants qui vont ensuite traiter les patients et nous donner un peu des sortes de pistes thérapeutiques, etc. Et donc, voilà, c'est une parenthèse, hein, mais c'est parce que dans ce contexte où il y a des liens d'intérêt qui peuvent être forts, eh ben, on a besoin de bases robustes pour prendre des décisions, qui sont des décisions qui impliquent bah, la santé publique, en fait. Et donc, bah, pour des décisions robustes, bah, on a recours un peu à la croyance. Alors là, je vous ai mis la croyance en la pyramide. Donc, vous voyez, on a une pyramide, c'est ce qu'on appelle la pyramide des preuves. Donc, en bas, vous avez les cas cliniques. Donc, certains considèrent qu'un cas clinique, ça ne suffit pas à être suffisamment convaincant. Alors, on met au-dessus les études observationnelles, au-dessus les études randomisées et contrôlées. Je pense que vous connaissez à peu près tous ces mots-là. Et puis, tout au-dessus, les revues systématiques et les méta-analyses qui font une synthèse exhaustive, quantitative et reproductible de ces essais randomisés et contrôlés, donc qui seraient bah, au sommet de la pyramide des preuves. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça. Et puis, par contre, parfois, en situation de crise pandémique, on observe des traitements comme l'hydroxychloroquine, là, qui sont, allez, on y va, sur la base d'études, là, bon, bah, qui sont vraiment tout en bas de la pyramide et qui sont publiées dans des revues, en fait, dans lesquelles les éditeurs sont à la fois les auteurs, de telle sorte qu'on n'y comprend rien. Et on se dit, bien sûr, non, mais ça, c'est à cause de l'hydroxychloroquine, sauf que quand on regarde de manière plus large, en fait, dans la littérature scientifique, bah non, en fait, c'est un petit peu dans plein de domaines qu'il y a des éditeurs qui se publient et qui se publient généralement beaucoup plus vite qu'ils ne publient les collègues. Bon, c'est pour ça que la pyramide, là, moi, j'ai repris la pensée d'un collègue qui disait qu'en gros, bah, c'est plutôt ça. D'abord, il y a les études qui ont du sens, bien faites, etc., de telle sorte. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas explorer en fait avec des études randomisées parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas éthique, parce que tout ça. Et pourtant, ça peut nous générer quand même des connaissances solides. Et puis, il y a le reste, quoi, tout ce qui reste. Voilà. Euh, et la question quand même, c'est comment faire la différence entre les deux, du coup. Comment faire la différence entre les études bien conduites et le reste. Donc, là, on s'est un petit peu amusé avec les collègues d'Osiris, qui est un projet européen, et on a fait une espèce de liste. Donc, au début, on est parti d'une scoping review, donc on a pris la littérature, on a regardé un petit peu les pratiques de sciences ouvertes qui pourraient être considérées comme améliorant la reproductibilité des résultats et au niveau de confiance qu'on peut avoir dans ces résultats. Donc on a fait ça, et puis on a aussi imaginé un peu dans notre tête un projet de recherche idéal avec tous ces différents passages entre l'écriture du protocole, l'écriture du plan de gestion de données. On a tout mis, bon, enfin en tout cas, on a mis plusieurs trucs qu'on a essayé de trouver, et on a essayé d'évaluer avec plusieurs scientifiques au cours d'un Delphi, ce qui semblait être pertinent, du coup, comme item qui nous rendrait la recherche plus digne de confiance et peut-être potentiellement plus reproductible à avoir.
Donc vous voyez, on a une grande ligne de test. Et puis, ce qu'on a dans la colonne de droite, c'est les items qui sont consensuels en vert, les items qui sont consensuels mais considérés comme à ne pas utiliser en bleu, et puis les items en jaune qui sont des items, eux, pas consensuels, et parmi lesquels il y avait l'enregistrement a priori, ce qui m'a fait beaucoup de mal au cœur, parce que finalement, nous, dans la recherche thérapeutique, l'enregistrement a priori, on y croit dur comme fer, et en fait, tout le monde ne pense pas que ce soit quelque chose de souhaitable, en tout cas de vérifiable, etc. Et c'est parfaitement reproductible, parce que cet enregistrement a priori n'est pas sorti dans notre Delphi, mais je suis allé, il n'y a pas longtemps, au Canada, à Toronto, pour faire, là cette fois-ci, m'asseoir parmi les membres d'un panel d'un Delphi pour discuter les résultats d'un autre sondage pareil qui portait sur le top factor. Vous avez déjà entendu parler du top factor pour les institutions. Et il y avait la question, est-ce qu'il faut exiger que les gens enregistrent a priori? Et ça, c'était non plus pas consensuel. Bon, c'est comme ça. Alors, on va reprendre un peu le schéma et moi je vais vous donner quelques trucs dans le domaine de la thérapeutique qui sont importants pour nous, pour moi. Donc les hypothèses, le design de l'étude et la collection des données. Donc moi je ne suis pas trop pyramide parce que je suis plus Rubik's Cube. Donc voilà le Rubik's Cube qu'on a. Et celui-là en fait, mince. Oh. Voilà. Donc celui-là, hop là. Donc celui-là, vous voyez, en fait, il représente moi, je pense trois domaines qui font augmenter les degrés de liberté du chercheur dans des sens assez différents. Donc, le premier, en fait, c'est le domaine de la flexibilité des méthodes. On a des méthodes plus ou moins flexibles. Et nous, en recherche thérapeutique, avec les essais randomisés, on essaye de contrôler beaucoup de choses par le design. Ce qu'on aime bien, c'est de faire varier qu'une seule variable. Et c'est facile avec le médicament, puisqu'en fait, on fait un médicament, on fait un placebo, on tire au sort, pouf. Donc il n'y a finalement que la variable médicament qui va varier entre les deux groupes, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais bon, de temps en temps, on ne peut pas le faire. Dans le tabac, vous ne pouvez pas randomiser pour savoir si le tabac, ça te donne le cancer du poumon. Parce que déjà, ce ne serait pas très éthique de dire, tiens, toi, tu vas fumer pour voir si ça te donne le cancer, et toi, non. Mais en plus, ça demande un temps d'observation important. Et puis, en plus, c'est des comportements qui sont durs à contrôler rien qu'avec la randomisation. Donc, de temps en temps, on a besoin de recherche observationnelle. Et cette recherche, elle est quand même très importante. Mais dans cette recherche, on a un peu plus de flexibilité des méthodes. Après, on a aussi de la flexibilité des mesures. C'est pas la même chose, en fait, de collecter vos données de manière prospective avec des définitions que vous avez bien définies, que vous avez bien cadrées en disant tiens, un diabète, il se définit par un taux de sucre supérieur à tant, machin, etc., que vous avez bien défini, ou de le faire sur des données collectées en routine dans lesquelles vous n'avez pas la mesure du taux de sucre pour le diabète. Et donc, vous avez, le patient, il a eu un traitement antidiabétique. Alors, est-ce qu'il l'a eu pour le diabète? Est-ce qu'il l'a eu pour perdre du poids? Est-ce qu'il l'a eu pour... Et donc là, finalement, il y a un petit peu de, là aussi, de flexibilité dans la manière dont vous faites. Et vous allez devoir faire des choix. Et bon, forcément, chaque choix, c'est comme en IRM, ça vous emmène vite dans plein de directions. Et puis maintenant, en plus, on a la flexibilité, on va appeler ça des hypothèses, mais en gros, maintenant, on a en plus la dimension analyse primaire et puis analyse secondaire. On fait de plus en plus de réutilisation de données, et tant mieux. Mais ces réutilisations de données, il y a encore une flexibilité de plus avec des hypothèses que vous pouvez faire en ayant connaissance des résultats du jeu de données initial et des hypothèses qui ne vont pas être forcément indépendantes de la connaissance que vous avez déjà des données. Donc ça commence à poser des questions. Et donc là aussi, vous avez encore la possibilité de vous poser encore plus de questions à partir d'un même jeu de données, et encore plus de flexibilité. Et donc tout ça va un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que nous, en recherche clinique, je vous disais, nous, on croit beaucoup à l'enregistrement a priori, mais il n'est obligatoire que pour les études interventionnelles. Pour tous les autres domaines, il n'est pas obligatoire, il peut être recommandé de temps en temps, et parfois il est même pas... il y a des collègues qui considèrent que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et effectivement, quand on a des degrés de liberté, on a de la liberté. Et donc là, du coup, c'est un équivalent de multiverse, mais celui-ci, on le fait en fait en faisant, par exemple, là, c'est une étude épidémiologique dans laquelle on fait tourner tous les modèles possibles avec toutes les variables d'ajustement possibles, toutes les combinaisons possibles. Et effectivement, on est capable d'avoir des données qui vont dans des sens qui sont opposés. Et vous me direz, ah ouais, mais ça n'arrive que dans l'étude observationnelle, parce qu'on n'y croit pas, parce que machin, etc., et que vous n'avez pas tout contrôlé. Mais vous allez voir, ça peut arriver dans les études interventionnelles de temps en temps. Et puis ça peut aussi arriver de temps en temps, même dans les méta-analyses. Donc là, c'est Constant Vinatier qui fait sa thèse avec moi. Et Constant, il détient le record du nombre
du nombre mondial, enfin le record mondial du nombre de méta-analyses réalisées par la même personne, puisqu'il en a fait 8 millions. Voilà, il a battu notre précédent record qui était à 20 000. Bon, il a battu de loin. Alors on a grillé un Mac à cause de ça, mais il était sous garantie, ce qui fait que bon, il a eu un Mac tout neuf grâce à moi. Et du coup, bon, bah, en fait, on s'est amusé à faire des méta-analyses en réseau. Donc, les méta-analyses en réseau, c'est des méta-analyses un petit peu particulières qui comparent tous les traitements dans une même indication, les uns par rapport aux autres. Et nous, c'est super parce que bon, moi, je suis psychiatre et on utilise des antidépresseurs. On a plein d'antidépresseurs. Donc, il y avait une vingtaine d'antidépresseurs. Donc, on a essayé d'imaginer tous les réseaux possibles à travers ça. Et donc, on a fait tous les réseaux possibles. Et on est capable d'obtenir aussi là, des résultats assez divergents en fonction du choix des antidépresseurs que l'on met dans le réseau. Et donc, vous me direz, mais oui, mais ça, ce que tu me dis, parce qu'ici tout le monde se tutoie, du coup, ce que tu me dis, c'est un peu théorique. C'est-à-dire, tu t'amuses à faire des méta-analyses dans tous les sens, tu grilles des ordinateurs et tu t'en fiches. Ben ouais. Sauf que, eh ben en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller vérifier si ce qu'on peut, comment dire, générer un petit peu avec ces approches un peu calculatoires. On peut essayer de le retrouver dans la littérature. Ici, on a un autre domaine, hein, c'est pas la dépression, mais je pense que dans la dépression, on trouverait pareil. Cette fois-ci, c'est le psoriasis, une maladie de peau, et c'est le traitement par traitement biologique du psoriasis. Euh, et donc, alors là, cette figure, elle est pas très belle, mais là, en fait, on a chaque ligne représente une méta-analyse en réseau qui compare différents traitements du psoriasis. D'accord. Donc chaque ligne, vous voyez, il y a un nom. Donc c'est le nom de l'auteur principal de la méta-analyse, une année, c'est l'année où elle a été publiée. Et puis en colonne, tac, 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 là vous avez des petits noms, assis, machin, enfin tout ça, c'est des noms de médicaments, mais les petits noms, quoi, parce que ça tenait pas dans la case. Bon, et ce que vous voyez ensuite, c'est que bah, du coup, on a mis une croix pour chaque méta-analyse quand un médicament était inclus dans la méta-analyse. Donc vous voyez, par exemple, sur la première ligne, eh ben, on a du BRO, du CERT, de l'ADA, de l'ETA. Ça va? Du coup, donc une croix, c'est le médicament, il est dans un méta-analyse en réseau. En vert, on vous a mis le médicament qui est finalement mis en avant par les auteurs comme étant le meilleur. Parce que le but du jeu du méta-analyse en réseau, c'est de comparer les médicaments pour dire c'est celui-là le meilleur. Parce que du coup, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Et ça, pour les cliniciens, c'est important. Parce que parfois, on a besoin de choisir, etc. Voilà. Bon. Et puis en rouge, le petit carré rouge, eh ben, c'est l'industriel qui finance la méta-analyse en réseau. Donc vous voyez, en fait, c'est super. Parce que dès qu'ils financent, leur médicament, forcément, il est parmi les meilleurs. Voilà. Alors après, il faut conduire l'étude et collecter les données. Donc parfois, nous, en recherche thérapeutique, c'est facile, mais parfois, c'est pas facile. Et surtout, nous, ça nous prend beaucoup de temps. C'est pour ça aussi, parfois, c'est difficile de reproduire un essai thérapeutique parce que ça met du temps en fait à collecter les données, il faut être patient, etc. Et puis aussi parce que, comme ces essais ont des conséquences importantes sur l'utilisation du médicament derrière, c'est difficile de refaire un essai contre placebo quand le traitement, vous l'avez montré efficace. Bon, en tout cas, de temps en temps, la collecte des données, elle peut être problématique. Alors là, je vais vous laisser regarder et je vais voir si vous allez trouver le problème dans cette figure. Hop. Donc, normalement, je vous explique en même temps un peu ce que c'est, comme ça vous cherchez. C'est sur la figure le problème. Donc, c'est une étude randomisée, un clinique, qui évalue l'efficacité et la sécurité du tacrolimus. Donc, le tacrolimus, vous connaissez ce médicament? Non, c'est un médicament anti-rejet, d'accord, qu'on donne chez les gens qui ont une greffe hépatique. Le truc, ça va vous immunodéprimer, mais bien, quoi. Bon, là, mais ils veulent le donner à des enfants avec une dermatite atopique, donc des enfants qui se grattent. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Après, bien sûr, c'est pas les mêmes doses. Après, c'est en topique, etc. Mais voilà. Donc, n'empêche que si ça marche, c'est une bonne idée. Et si c'est bien toléré. Bon. Alors, du coup, vous voyez, en fait, là, on vous présente le MESI, et un score, un score, je pense, d'activité de la maladie. Je ne sais même pas ce que c'est. En tout cas, c'est une variable, c'est un score, c'est une variable quantitative. D'accord? Et puis, non, vous l'avez pas? Hein? Alors, la baseline devrait être identique? Pas forcément, parce qu'en fait, quand on tire au sort, du coup, ça fait des groupes qui peuvent être un peu différents. Voilà, ils peuvent différer par hasard. Mais là, c'est vrai qu'il y a une différence qui est peut-être un peu importante, comme ça, quand on regarde. Surtout quand on regarde les barres d'erreur. Vous avez vu les barres d'erreur? Ouais, ouais.
Et qu'est-ce que vous en pensez des barres d'erreur? Hein? Ouais, mais il y a des erreurs. Enfin, bah mince, moi, alors, bon, bah, vous allez me croire. Mais ça, c'est parce que du coup, il y a un petit problème de PowerPoint. Mais il y a des erreurs dans les barres d'erreur. Si vous regardez en haut, en fait, vous voyez que du coup, celle qui est à la verticale, par exemple, dans le bleu, celle qui est à la verticale, elle n'est pas centrée. D'habitude, le logiciel, il centre un peu, quoi. Donc voilà, vous regardez aussi comment elles sont insérées sur les machins. Ben, elles sont mal insérées. Donc il y a ce qu'on appelle des erreurs dans les barres d'erreur. Donc là, c'est des barres d'erreur typiquement qui sont faites avec du PowerPoint. Bon. Et donc de temps en temps, on a ça, on appelle ça les études zombies. Et on essaye de les choper. Parce que en fait, le truc, c'est que ces études zombies, elles circulent dans la littérature et parfois, elles sont captées par les méta-analyses. Et du coup, elles rentrent dedans. Et donc là, il y a une étude très jolie d'Isabelle Boutron et Guillaume Cabanac qui a essayé de réanalyser les méta-analyses sans ces études rétractées, etc., potentiellement frauduleuses. Et on se rend compte que ça fait varier un petit peu les tailles des faits. Alors, voilà, moi je suis professeur de lecture critique d'articles, je suis enseignant de lecture critique d'articles. Je vous avais dit, ça servirait à un moment donné. Ça sert maintenant. Pourquoi? Parce que cette étude, c'est celle qui a été le sujet de lecture critique d'articles l'année dernière. Vous savez que nous, les étudiants en médecine, on les forme à la lecture critique d'articles. Donc on les forme à bosser sur les articles, on leur apprend à détecter les études zombies, voilà, etc. Mais surtout, à la fin, ils ont un examen qui détermine leur carrière, et donc pour eux, c'est vachement important. Et l'année dernière, on a eu cette étude, et cette étude, elle a été donnée, je pense, quand vous regardez les questions de l'examen de LSA. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas moi qui fais une attaque frontale. Hein. C'est vraiment l'examen de lecture critique d'articles. Hein. Et quand vous regardez les questions et que vous avez les réponses, vous savez que c'était un examen qui portait sur le p-hacking, et notamment sur cette petite p-value de 0,049 dans un modèle qui est ajusté, on se demande comment, dans un essai thérapeutique où par définition, vous contrôlez les choses par design et vous n'avez pas forcément besoin d'ajuster. Bon, c'était bon, voilà. Je pense que cet article était intéressant pour illustrer le p-hacking, et je pense que la personne qui a choisi pour le donner à l'examen de tous les étudiants ignorait que l'auteur principal était le doyen des facultés d'Angers. Voilà. Donc voilà. Après, bon, bien sûr, il faut publier. Et donc, quand vous publiez, vous avez au-dessus de la ligne rouge les études positives, les études négatives en dessous de la ligne rouge. Ça, c'est les antidépresseurs. C'est des médicaments qu'on utilise pour traitement de la dépression. Oh là là. Alors. Hop là. Ah, merde. Hop là. Voilà. Pourtant, je touche à rien. Mais alors, du coup, au-dessus de la ligne rouge, vous avez les études positives, en dessous, les études négatives. Bon, quand on regarde ça, en fait, on se dit qu'effectivement, les antidépresseurs, c'est des traitements qui ont l'air de plutôt bien marcher. En tout cas, il n'y a rien de plus reproductible que l'efficacité des antidépresseurs. Sauf que ce que je vous présente là, ce sont les données qui sont dans la littérature scientifique, telles que vous allez les trouver si vous faites une revue de la littérature basée uniquement sur les bases de données bibliographiques. Vous voyez qu'il y a des cases où il manque des chiffres. Par exemple, 1, il n'y a pas le 2, 3, oui, parce qu'elles sont toutes numérotées de 1 à 73. Effectivement, quand je vous montre les données telles qu'elles sont au niveau de l'FDA, ça ressemble plutôt à ça. Ça ne veut pas dire que les antidépresseurs ne marchent pas, mais ça veut dire que probablement leur taille d'effet est surestimée quand on se base uniquement sur la littérature. Et effectivement, c'est ce qui a été aussi démontré dans le reste de cette étude, que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais que vous pouvez regarder, parce que j'ai mis des QR codes en bas, si les diapos vous intéressent. Voilà, et après, il va falloir interpréter tout ça. Et si on reprend cet exemple-là des antidépresseurs, eh ben, vous avez à l'origine, du coup, le biais de publication. Donc, c'est les études qui ne sont pas publiées. Voilà. Ce que je n'ai pas insisté sur la figure, parce que je fais un petit peu vite, mais c'est qu'en plus, vous en aviez qui étaient publiées comme positives, alors qu'en fait, elles étaient négatives. Donc, du coup, d'abord, vous ne les publiez pas. Celles que vous publiez, en fait, vous les publiez positives sur un critère de jugement secondaire, alors qu'elles sont plutôt négatives sur l'interprétation stricto sensu. Après, vous rajoutez un petit peu de spin, donc vous embellissez les résultats, etc. Parce que même quand elles sont négatives, vous pouvez toujours dire que ça marche, hein, ça coûte rien. Et puis après, finalement, celles qui sont le plus citées, forcément, c'est souvent les plus positives. Et donc, du coup, vous avez à la fin une littérature qui donne l'impression d'une efficacité très importante des antidépresseurs, alors que probablement, elle est surévaluée. Voilà, et c'est le cas notamment d'une étude. Hein. Là, c'était l'étude sur la paroxétine, un antidépresseur, chez les enfants et les adolescents. Une des plus grosses études dans cette population pédiatrique. Du coup, enfin, les enfants et les adolescents, chez les adolescents, en gros, dans cette population pédiatrique. Et cette étude, il a fallu 10 ans, en fait, pour se rendre compte que elle était
elle était totalement fausse, quoi, en fait. Enfin, on s'en était rendu compte un peu avant, mais il a fallu attendre 10 ans et cette étude pour se rendre compte qu'elle n'était pas efficace, la paroxétine, et qu'en plus, bah, du coup, il y avait une augmentation potentielle des événements indésirables avec le traitement. Il faut du temps. Il faut du temps, et c'est là la question, bah, il faut aussi parfois du post-publication peer review. Et bah, là, du coup, c'est vrai que c'est le problème, parce que là, il n'y a pas meilleur exemple que la réanalyse de l'étude 329 comme post-publication peer review. Ils ont réussi à se procurer les données, bon, après des déboires judiciaires, etc. Bon, ils ont eu les données, ils ont réanalysé, ils ont publié vraiment l'étude qui va contredire l'étude originale. Bon, l'étude originale, elle se balade tranquille dans la littérature, et elle est encore citée dans les méta-analyses. Et même maintenant, elle est citée 2 fois, parce que les gens, ils prennent l'ancienne, et puis ils prennent aussi la réanalyse, et puis ils considèrent que c'est la même chose, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est la même chose. En pas pareil. Voilà. Et donc, du coup, il faut du partage des données. Voilà. Donc, le partage des données, bah, nous, en fait, si vous voulez, pour nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau. D'abord, on enregistre a priori nos essais, et ça, on le fait depuis 2005. C'est obligatoire, de manière prospective. C'est bien sûr obligatoire, c'est bien sûr pas toujours fait. On peut estimer qu'il y a à peu près encore 15%, 20%, c'est une estimation comme ça, sur un petit échantillon qu'on a fait, donc peut-être un peu de variabilité autour, mais ouais, peut-être 15% encore d'études qui ne sont pas forcément enregistrées prospectivement. Ensuite, bah, l'idée, c'est de rapporter nos résultats. Et quand je vous ai montré les résultats sur les antidépresseurs, vous allez dire « Ah non, mais ça, c'est encore l'industrie pharmaceutique, ils font n'importe quoi, ils essayent de nous manipuler. » Non, franchement, l'industrie pharmaceutique, ils font beaucoup mieux que les académiques. Hein. Et les académiques, ils font beaucoup mieux que le CHU de Rennes, d'où je viens. Nous, on a regardé, on en était à 40% de ce qu'on complète comme étude, parce qu'en plus, il y a les études qu'on ne complète pas, donc celles qu'on commence, puis on n'arrive jamais au bout. Ça, après, il y a toujours un peu de gâchis. Mais en plus, celles qui sont complétées, il n'y en a que 40% qui atterrissent dans la littérature. Voilà. Et puis après, le partage des données, bon, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Et il faut admettre que c'est un peu compliqué pour nous et qu'il y a des initiatives qui commencent quand même à pousser pour le faire. Donc, parmi ces initiatives, on peut dire que le journal Annals of Internal Medicine a été le premier à vouloir mettre une politique encourageant le partage des données. Et vous avez sur la figure en jaune l'évolution au cours du temps en 10 ans de politique de partage des données, des intentions de partage. Intention de partage, c'est juste mettre « oui, je veux bien les partager ». Ce qui est déjà pas mal pour nous, hein, parce que c'est parfois compliqué de les partager en open access, etc. Bon. Voilà, bon, ça évolue pas non plus dingue, hein, ça reste à peu près stable. Le BMJ, eux, ils ont mis une politique qui, normalement, oblige au partage des données. Voilà, depuis 2009 pour les médicaments et dispositifs médicaux et depuis 2014, normalement, pour tous les essais. Et quand on a demandé, parce que là, on s'est amusé à aller au BMJ et à leur demander les données aux auteurs, eh bien, on a réussi à récupérer les données quand même dans 50% des cas. Donc vous me direz, ah bah là, c'est pas terrible pour une politique qui oblige au partage des données, sauf que vous passez de 0% à 50%. Donc c'est parce que autrement, c'est super dur de les avoir. Donc déjà, 50%, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, il y en a certains qui nous ont répondu, nous, on ne partage pas les données pour le but de faire une réanalyse, parce qu'on considère que ça n'a pas de valeur scientifique, ce qui est un jugement, voilà, mais qu'on l'aurait fait pour une méta-analyse sur données individuelles, parce que là, on considère que ça a plus de valeur, surtout si vous nous associez au papier. Bon, et puis, du coup, l'ICMJE, qui est l'International Committee for Medical Journal Editors, qui sont ceux à l'origine de l'enregistrement obligatoire des essais thérapeutiques, puisqu'ils l'ont rendu obligatoire pour publier chez eux en 2005. Et donc, ils ont dit, on va faire un peu la même chose avec le partage des données, on va essayer de faire une politique. Pour l'instant, c'est une politique simplement qui encourage au partage, du coup, qui encourage au partage en demandant aux auteurs de mettre un data sharing statement dans les papiers. C'est-à-dire juste, oui, j'ai envie, ou non, j'ai pas envie. Et donc, vous voyez, là, on a regardé, c'était avec un collègue chirurgien, dans les journaux de chirurgie, avant la politique de partage, donc là, il n'y avait pas de data sharing statement dans les articles, et quand vous demandez les données, vous aviez deux études sur 65 qui fournissaient les données. Donc quand même, vous en aviez un petit peu. Bon. Et après la politique, vous voyez que finalement, il y a 54 articles sur 65 là, qui n'avaient pas de data sharing statement, donc l'ICMJ a une politique, mais les journaux, ils s'en foutent. Et puis, parmi ceux qui ont indiqué qu'ils allaient partager les données, il n'y en avait que 5 sur 65, vraiment avec un data sharing statement et l'intention de partager. Et quand vous leur demandez les données, bon, vous ne les avez pas. Finalement, on a eu les données pour 2 articles sur 65. On a fait un test du Ki2 de tête.
Et vous aussi, vous l'avez, c'est bon. Et du coup, on est là. Donc ça, c'est les journaux, mais les financeurs aussi ont des politiques de partage. Donc par exemple, les financeurs commerciaux et les firmes pharmaceutiques se sont mises à avoir des politiques de partage. Ils partagent via des plateformes. Et là, en l'occurrence, on est presque finalisé une méthode sur données individuelles grâce aux données des industriels. Et puis, vous avez les financeurs non commerciaux qui ont des politiques généralement qui encouragent. Mais il faut remarquer que le NIH, alors je ne sais pas ce que ça va devenir, hein, mais en tout cas, à partir de l'an dernier, a mis en place une politique obligeant le partage des données pour les recherches financées par le NIH. Ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs pour des recherches financées par le NIH dans des pays qui n'ont pas l'infrastructure pour le faire. Mais en tout cas, voilà, les choses, nous, elles sont en train de changer. Doucement, mais elles changent. On va voir ce que ça donne dans le futur. Bon, les firmes pharmaceutiques, ils ont des politiques de partage, mais n'empêche que quand vous leur demandez les données, vous avez encore du mal à les avoir parce qu'ils ont des clauses. Et là, en l'occurrence, on avait demandé les données pour des médicaments récemment mis sur le marché européen. Donc, ils ont eu l'autorisation européenne d'être mis sur le marché. Donc, nous, on a pris la liste des médicaments qui ont eu une autorisation, on en a tiré certains au sort, on a demandé les données des essais qui ont permis de les mettre sur le marché. Et en fait, une raison importante en fait, pour ne pas nous donner les données, c'était de dire que les essais étaient encore en cours. Parce qu'effectivement, les essais, vous pouvez les prolonger très longtemps pour avoir des données de safety, etc. Et c'est tant mieux. Mais eux, ils disent on ne partage pas tant que c'est en cours. Bon, voilà. Ce qui a posé problème aussi par rapport à certains essais vaccins, du coup, dans la Covid, puisque du coup, ils ne voulaient pas partager les données, puisque les essais étaient encore en cours pour avoir évalué la sécurité d'emploi au long cours. Voilà. Et puis, on a encore eu le côté non, on ne partage pas pour réanalyser, parce qu'une réanalyse, ça n'a pas de valeur. Ce qui nous a fait bien marrer, parce qu'on a fait un registered report. Et donc, du coup, notre projet, il avait été, évalué scientifiquement avant de leur faire la demande. Donc, la valeur, quelque part, elle était démontrée, au moins un minimum. Voilà, donc bon, il y a du chemin à faire, il y a des choses à faire. Bon. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est quand même très difficile de partager les données parce que c'est des données qui sont des données individuelles de patients. Et que nous, on est très attachés au secret médical et que ces données, elles sont considérées comme étant sensibles. Et donc, c'est très, très difficile, mais c'est possible de le faire, mais c'est très compliqué. Et donc, du coup, il faut que les chercheurs et les infrastructures et les institutions de ces chercheurs, ils soient prêts à le faire. Ils soient formés pour le faire. Ça implique des connaissances d'ordre médical, ça implique des connaissances d'ordre technique, ça implique des connaissances d'ordre réglementaire, ça implique de scoltiner la CNIL en France, ça implique plein de choses qui sont douloureuses. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de former des experts de ça. Parce qu'en fait, on n'a pas encore de gens qui ont une formation suffisante pour revêtir toutes les casquettes de ce que c'est que le partage des données. Et donc, on a ce réseau de doctorants, ChairCTD, qu'on a essayé qu'on a créé, du coup, et dans lequel on essaie de former des spécialistes à la fois du partage, mais aussi de la réutilisation, parce que c'est bien beau de mettre les données à disposition, si personne ne vient s'en servir pour les réutiliser, on est coincé. Et puis on essaye aussi auprès des autorités de santé de faire de promouvoir en fait ces approches de sciences ouvertes. Et là, la HAS l'a écrit dans sa position. On espère que elle va se tenir à ses promesses qu'elle écrit. Et elle a écrit qu'elle était intéressée par les registered reports. Donc vous voyez, on disait ce matin, peut-être que l'ANR, il faut les booster. Nous, on essaye de booster notre côté d'autres autorités de santé parce qu'eux aussi peuvent finalement avoir un intérêt à être dans un processus, pas exactement le même que le registered report, mais un peu identique, dans lesquels ils définissent de manière très précise les critères de succès et de mise sur le marché avant que les données soient connues. Parce que quand vous avez des études qui sont mal foutues, pour plein de raisons, qui montrent un signal, vous voyez, comme celle du doyen d'Angers, là, 0,049, qu'au final, vous devez prendre une décision qui implique soit de priver un nombre de personnes important d'un traitement efficace, soit de mettre un traitement inefficace et potentiellement dangereux sur le marché, mais que pour juger de ça, vous avez des preuves qui sont insuffisantes, vous avez une pression, notamment des associations de patients qui disent il faut nous les donner, ces médicaments, on en a besoin parce qu'on n'a pas de solution, et si vous avez pris la décision a priori, ça faciliterait un peu le schmilblick. Alors les registered reports,
On a inventé ça en médecine, entre guillemets, hein, puisque le Lancet a mis ça en place depuis 97. Alors comme Nature, ils se donnaient le droit de ne pas les prendre. Ils ont arrêté en 2015. Et entre autres parce que les études mettent du temps à faire, et parce que du coup, comme c'est des revues comme le Lancet, ils visent l'impact important de la recherche, et qu'en 15 ans d'essais thérapeutiques, l'impact n'est plus le même, parce que finalement les pratiques ont évolué, etc. On a aussi, et j'ai été surpris, identifié beaucoup de registered reports à la nouvelle mouture publiée dans la littérature. En tout cas, publiée avec ce qu'on appelle un NIRID, International Registered Report Identification Number, dans un journal qui s'appelle Journal of Medical Internet Research. Eh bien, on s'est rendu compte que ces registered reports n'étaient pas du tout des registered reports. C'était simplement des études enregistrées dans leur registre avec un protocole publié, parfois publié après le début de l'étude, ce qui ne permet pas du coup d'avoir un peer review qui peut influencer sur le design, et parfois même pas publié dans la revue qui a fait ça, y compris parfois publié dans des revues qui reviewent très délicatement les protocoles. Voilà, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est des valeurs que j'ai, c'est pas toujours ordonné de preuve, et donc du coup, il nous faut de la preuve. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Osiris. Parmi tous les checks là qu'on a identifiés, on en a identifié certains qui seraient pertinents à checker, et pour lesquels on fera un retour sur les préprints dans le cadre d'une étude randomisée. C'est-à-dire qu'on va essayer de générer des preuves sur le fait que ces pratiques elles peuvent être utiles et servir. Il y a d'autres initiatives, comme une initiative qui s'appelle GRIOS, Global Research Initiative on Open Science, où là on va essayer de synthétiser toutes ces preuves pour informer finalement les meilleures décisions possibles. Et là encore, on se retrouve dans la même problématique. Il va falloir faire la différence entre les bonnes études et les autres. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère que je suis dans les temps. Merci beaucoup Florian. C'est très bien pour les temps, sauf que comme on a pris un peu de retard, on va prendre une maximum de questions et après je vous inviterai à discuter avec Florian à la pause si ça vous va. Merci. Merci beaucoup pour le talk qui était super. Je crois que c'est la première image ou la deuxième que tu nous montres où il y a toute la liste des trucs qui sont à faire ou pas, et puis avec les consensus ou pas là. Ouais. Et les registered reports, il y a un consensus contre. C'est ça que j'ai vu. Ouais, il y a un consensus contre parce qu'ils disent que c'est. Oui, en fait, ils disent que c'est pas la chose à checker pour dire que cette recherche est formellement digne de confiance. Il y a plein de recherches qui ne sont pas des registered reports, qui sont quand même dignes de confiance. Ouais. Et donc, en fait, le registered report, comment dire, moi je suis pour, hein, vous avez vu, j'en ai fait. Alors moi j'en ai fait un, donc celui que je vous ai montré, j'en ai fait un deuxième qui est complètement tombé à l'eau parce qu'on a eu 1 an et demi de peer review et on a été complètement pris par les délais, donc exactement le problème cité ce matin. Et la doctorante, elle n'a pas eu le temps de le faire en fait dans le temps imparti, et là on a été bien embêtés. Et un troisième, celle de je vous parlais, méta sur données individuelles, c'est un registered report aussi, et donc on devrait le publier normalement bientôt. Donc je suis plutôt pour en fait le registered report, mais je reconnais quand même que même vis-à-vis des chiffres que vous avez donnés ce matin, c'est vraiment un tout petit peu de la recherche, c'est-à-dire que c'est infiniment peu par rapport à tout ce qu'il fait. Donc si on commence à dire tout ce qui n'est pas un registered report n'a aucune valeur ou n'est pas reproductible ou n'est pas digne de confiance, là on sort une arme de destruction massive pour et un mauvais escient en fait. Donc c'est pour ça, du coup, je pense principalement. Ce qu'il y a dans des registered reports, c'est digne de confiance. Ça, c'est vrai, ouais. Mais pour les gens, c'est pas un check absolu à faire pour juger si c'est digne de confiance. Voilà. Bon, moi, je suis très pour la registration, hein, mais quand même, vous savez que la meilleure preuve qu'on a que l'enregistrement a priori, ça marche, c'est un papier de Nature Human Behavior qui a été rétracté parce qu'il n'a pas suivi son enregistrement a priori. Bravo. Merci beaucoup. Merci encore une fois. On va remercier.